Erika présente 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Salut à tous et bienvenue dans 300 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, la grogne sociale est d'une ampleur et d'une gravité inédite. Ce sont des millions d'ouvriers et de travailleurs opprimés qui se rebellent contre leurs employeurs et le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes en 2218 et ces travailleurs, ce sont des ceinturiens, comme on appelle les habitants de la ceinture d'astéroïdes. Ils sont condamnés à une vie et un salaire de misère pour exploiter les mines sur les astéroïdes. Ces ceinturiens vivent sous les juridictions terriennes et martiennes, planètes qu'ils ne pourront jamais voir, puisque leur corps s'est adapté au fil des générations à une vie en micro-pesanteur et ne pourrait survivre à l'écrasante gravité de notre planète. Alors cette vision du futur, c'est celle de la série de romans de science-fiction The Expanse de James Corey et de la série télé du même nom. Nous n'en sommes pas encore là évidemment, c'était même pas sûr qu'on y arrive du tout un jour, mais déjà les richesses dont regorgent les astéroïdes attirent la convoitise de nombreuses entreprises privées. Alors pour décortiquer les mystères de ces astéroïdes, qui entourent et parfois frôlent la Terre, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Rocard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicien et vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, le Centre national d'études spatiales. Est-ce que mineur d'astéroïdes est un métier d'avenir ? Avant de répondre à cette question lointaine, essayons d'abord de définir de quoi on parle, ce que sont les astéroïdes et d'où viennent ces corps qui nous entourent. D'abord, leur histoire remonte à l'origine du système solaire, c'est ça, à 4,5 milliards d'années, si on fait un peu l'historique. 4,567, c'est ouais. Bien, c'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est l'âge du système solaire. Oui, tout s'est formé, tout a commencé il y a 4,56 milliards d'années. Et les astéroïdes sont les objets qui n'ont pas réussi à s'agglutiner dans les planètes, tout simplement, pour diverses raisons. Pour reprendre la mécanique, en fait, il y a une nébuleuse de gaz qui est à l'origine de la formation du Soleil puis des planètes, une accrétion qui se fait par gravité. C'est ça qui forme les corps célestes qui nous entourent et le processus s'arrête en cours de route. C'est voilà. Ça Donc il y a une nébuleuse qui est en fait un gigantesque nuage de gaz et de poussière qui, pour des raisons connexes liées à l'explosion d'une supernova voisine ou d'autres raisons, vous avez tout d'un coup une fragmentation, une grande bulle qui devient indépendante du reste du nuage. Et cette grande bulle va s'effondrer sur elle-même. Et tel un patineur qui tourne sur lui-même, comme sa taille va fortement diminuer, cette bulle, elle est a priori immobile. Mais comme il y a une conservation du moment cinétique, c'est-à-dire s'il y a une toute petite rotation de l'ensemble, au moment où elle devient toute petite par rapport à ses dimensions, eh bien, il y a un axe de rotation qui apparaît naturellement. En gros, la probabilité de l'immobilité est voisine de 0. C'est assez curieux comme situation. Donc, c'est vraiment un mouvement brownien qui, à la fin, provoque une rotation d'ensemble. Et à partir du moment où il y a un axe de rotation qui se forme, alors ça, on le retrouve partout, ça s'aplatit. Les anneaux de Saturne sont tout plats. Les galaxies sont plates, à part le jaune d'œuf au milieu, c'est-à-dire le noyau. Le reste est quand même très plat. C'est une loi universelle. C'est la physique qui veut ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les mouvements transverses, les collisions transverses font que ça s'aplatit. Et par contre, ça a un peu plus de mal à se rassembler, c'est-à-dire à ce que tout ça devienne un point. Et ça devient un disque. Et néanmoins, une bonne partie s'est mise au centre, et ça va devenir le Soleil. Et autour, c'est tout plat, et ça se collisionne, tout simplement. Donc c'est des grains, c'est pas du gaz. Le gaz est là aussi, mais c'est essentiellement les grains qui se collisionnent entre eux. La gravité joue pratiquement pas. Un grain n'a pas de champ de gravité par rapport à son voisin. Et puis, le plus gros l'emporte. C'est-à-dire que si c'est un petit qui tape un gros, par exemple un grain de sable qui tape une balle de tennis, c'est évidemment la balle de tennis qui grossit. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'appelle l'accrétion. Et donc les objets grossissent. Pour que l'effet gravitationnel commence à se faire sentir, il faut atteindre quasiment le kilomètre. À partir du moment où un objet atteint le kilomètre, là la gravité fait que ça attire les autres et les autres viennent s'agglutiner. Donc au départ, c'est presque par hasard que ces objets se rendent dedans. C'est des collisions. C'est des collisions aléatoires. C'est des collisions statistiques du fait que ce soit turbulent. Et encore une fois, il y a du gaz. Alors en fait, pour un petit peu donner la chronologie des événements, la première qui va se former, c'est au-delà de ce qu'on appelle la limite de glace, c'est-à-dire là où l'eau devient de la glace.
C'est à peu près vers 5 unités astronomiques, c'est 150 millions de kilomètres. Donc 5 fois la distance Terre-Soleil. 5 fois la distance Terre-Soleil. Alors ça dépend un peu de la luminosité du Soleil de l'époque. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est grosso modo comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'au début, l'eau est gazeuse, donc il n'y a pas assez de matière solide. Et puis, à une certaine limite, l'eau devient glace. Ça explique pourquoi la première qui se forme, c'est Jupiter. Alors, pourquoi la première, c'est Jupiter? Parce qu'elle est juste à la limite et l'eau est sous forme solide. Donc, vous avez les silicates, les roches, plus l'eau. Et tout ça fait une masse de matière solide bien plus importante de ce que la Terre ou Mars a pu accréter. Et dès que vous atteignez, ça c'est un chiffre magique, dès que vous atteignez 10 masses terrestres. 10 masses terrestres. 10 masses terrestres, qui est le noyau de Jupiter. On pense et on essaye de le mesurer actuellement, mais c'est ce que prédisent les modèles. Dès que vous atteignez 10 masses terrestres, à ce moment-là, la gravité de ce gros noyau, c'est ce qu'on appelle une super Terre, est suffisante pour pomper le gaz. Et à ce moment-là, vous attirez naturellement le gaz. Alors qu'avant, le gaz, il se promenait, il n'était pas spécialement attiré par la planète. Et vous créez une géante gazeuse, tout simplement. Saturne, c'est pareil. Bon, Uranus et Neptune, c'est un petit peu la même chose. Bon, on appelle ça les géantes glacées, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est le même principe. D'accord. Après, si vous voulez qu'on raconte un petit peu cette histoire, si on a un peu de temps, c'est que Jupiter, et ça, depuis 1995, on l'a bien vu, les planètes migrent. C'est un truc qu'on avait sous-estimé, énormément sous-estimé. Et depuis 1995, on a vu que ces planètes migraient. Pourquoi elles migrent? Parce qu'elles interagissent avec le gaz qui les freine, ça crée une spirale, et donc elles migrent. Jupiter a migré, Saturne s'est formé juste après, a migré également. Ce que je suis en train de décrire, c'est ce qu'on appelle le grand TAC, grand virement de bord. En français, c'est un modèle d'Alessandro Morbidelli à Nice, un modèle assez récent, qui date des années 2000. Et il se produit un phénomène assez étonnant, c'est que Jupiter et Saturne migrent vers le Soleil, mais chez nous et pas ailleurs. Dans notre cas, il y a un phénomène de résonance entre Jupiter et Saturne. Quand Jupiter la plus proche fait 3 tours, Saturne fait 2 tours. C'est ça la résonance. Et ce phénomène, ne me demandez pas pourquoi, tire Jupiter et Saturne vers l'extérieur. Ça, c'est le grand TAC, le grand aller-retour. D'accord, donc il y a eu un grand rapprochement, maintenant le temps de s'éloigner. Voilà. Or, ce grand rapprochement a eu un effet bouleversant, bouleversifiant, pour reprendre une terminologie des inconnus, oui. Là où Jupiter est venu près de là où la Terre n'est pas encore formée, là où Mars n'est pas encore formé, néanmoins Jupiter a foutu le bordel. C'est-à-dire que Jupiter a évacué énormément d'astéroïdes en cours de formation. Alors parce que son champ de gravité a perturbé ou le plus gros. Et si vous êtes le plus gros, vous êtes le plus perturbant gravitationnellement. Il faut savoir que 80% des perturbations gravitationnelles du système solaire viennent de Jupiter. Les 20% restants viennent de Saturne. Le reste, c'est négligeable, à peu près. Donc, Jupiter rentre dans ce qu'on appelle le système solaire interne, c'est-à-dire l'orbite de Mars, l'orbite des astéroïdes, l'orbite de la Terre, pas encore formée, les évacue, on en voit absolument partout, et puis il repart. Et donc il a fait le ménage. Le résultat, c'est que cette ceinture principale d'astéroïdes, là où on a plus de 90% des astéroïdes recensés, on en a recensé 800 000, il y en a plus de 700 000 dans cette ceinture. Le reste, on peut en parler. On va y revenir. A été complètement, le terme anglais c'est déplété, a été vidé par cet aller-retour de Jupiter. Donc, vidé, ça veut dire que si vous prenez tous ces astéroïdes de la ceinture principale, vous les amalgamez en une planète, vous obtenez Cérès, petite gros astéroïde, pas plus. Donc c'est assez négligeable en termes de masse. Et ces objets, parce que Jupiter, alors bon, c'est assez, là aussi, assez pas évident, mais Jupiter à l'extérieur, qui est encore une fois le plus gros, était un grand perturbateur. Il empêche ces petits objets de s'agglomérer. Vous avez ce qu'on appelle les ceintures, les lacunes de Kirkwood. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les lacunes de Kirkwood, si vous mettez tous les astéroïdes sur une ligne entre le Soleil et donc la distance au Soleil, vous avez des endroits où il n'y en a pas du tout. Lacunes. C'est vide. Ouais. Pourquoi? Parce que Jupiter interdit que l'astéroïde soit là. Parce que si l'astéroïde se met dans cette position, il est en résonance avec Jupiter, l'effet papillon, c'est-à-dire qu'un tout petit effet qui se répète inexorablement va le jeter à l'extérieur de là où il est. Donc, il n'y en a pas. Et ce qu'on appelle les lacunes de Kirkwood. C'est M. Kirkwood, un illustre astronome, qui a découvert ça en faisant des tas de mesures. Vous avez des trous. Et puis à côté, ça s'accumule. Et ça, c'est des perturbations gravitationnelles résonantes qui sont perturbatrices.
Bon, les résonances, ça peut être stabilisateur, mais ça, on pourrait y revenir. Là, en l'occurrence, c'est perturbateur. Alors, si je comprends bien, pour résumer cette histoire, c'est que finalement, les astéroïdes seraient comme une protoplanète, une planète qui aurait été en cours de formation et dont le processus se serait arrêté à cause de Jupiter, qui serait venu perturber cette accrétion, puis ces forces gravitationnelles qui auraient été la base de la formation des planètes. Et là où la Terre, elle, a eu le temps d'agréger assez de matière pour donner une planète, d'autres grains de matière sont restés sous l'état de protoplanètes, donc d'astéroïdes, parce que Jupiter a perturbé le processus. Alors, c'est pas... oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Saturne astéroïde se situe entre Mars et Jupiter. Donc, Jupiter est très proche et donc empêche que ces astéroïdes se forment. Alors qu'au niveau de Mars, de Jupiter ou de Vénus, de la Terre et de Vénus, Jupiter n'a pas d'effet gravitationnel perturbateur et ces planètes se sont formées, Mercure également. Avant peut-être de détailler justement la typologie des astéroïdes, vous aviez commencé à l'évoquer. Les astéroïdes ne sont pas répartis partout équitablement dans le système solaire, ils sont parfois rassemblés dans des ceintures d'astéroïdes. Joey, set 271. What are you doing? You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? You don't have to do this to impress me. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent, pour imaginer un petit peu cette émission, dans l'Empire contre-attaque, on voit Han Solo, Chewie, la princesse Leia et C-3PO naviguer dans un champ d'astéroïdes, naviguer entre les patates géantes filmées par Irving Kershner. Ça ressemble pas à ça, un champ d'astéroïdes? Non, du tout. Non. Mais en revanche, c'est de la très belle science-fiction. Ouais. Vous savez le problème qu'on a? Dites-moi. C'est qu'à chaque fois qu'on traverse un Saturne astéroïde, on essaye de survoler un astéroïde. On le cherche. C'est plutôt ça le problème. La densité est très faible, c'est pas non plus... Oui, en fait, si on prend n'importe quelle trajectoire, on ne survolera pas un astéroïde. Pour que Rosetta ait survolé Stein et Laetitia, il a fallu se démener, modifier les trajectoires, ajuster, pour en avoir deux. On espérait en avoir trois, en fait le troisième, on n'a jamais pu le survoler. Voilà, donc c'est pas si simple que ça de survoler un astéroïde, il faut y aller dessus. Alors vous me disiez, les astéroïdes sont principalement localisés dans la ceinture principale d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. Environ 800 000, c'est ça? Vous me disiez astéroïdes 800 000, c'est en recensés tout, donc 93% entre Mars et Jupiter. D'accord. Alors pour faire un petit peu la cartographie des astéroïdes, il n'y a pas que cette ceinture principale, il y a aussi ce qu'on appelle les géocroiseurs, ceux qui croisent l'orbite terrestre, plus ou moins. Alors, les géocroiseurs sont effectivement, ils font partie de la partie très interne de la ceinture principale, et ils ont été perturbés par probablement Jupiter, et tout d'un coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les satellites de la ceinture principale ont ce qu'on appelle des orbites calmes, en gros circulaires. Donc ça se collisionne pas beaucoup, et ça, c'est assez stable. Mais dès que vous avez une orbite qui devient un tout petit peu elliptique, elle va se mettre à croiser les autres. Et si vous croisez les autres, il y a des risques de collision. Donc un géocroiseur, par définition, il a une orbite plutôt elliptique, et donc il est dans un régime, on sait qu'en 10, 100 millions d'années, ça va mal se passer. Il va percuter quelque chose, il va collisionner un astéroïde ou il va collisionner la Terre. Alors j'avais lu qu'il y avait environ un astéroïde majeur qui pouvait impacter la Terre tous les 500 000 ans à peu près. Alors ça dépend de ce qu'on appelle majeur. C'est-à-dire de plus d'un kilomètre par exemple. C'est un problème de taille. En gros, un astéroïde qui fait 2 km, c'est non pas majeur comme impact, c'est désastreux. C'est-à-dire que ça vous éradique une bonne partie de l'humanité. En fait, c'est le seuil de globalité de l'impact. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mort, mais ça veut dire que tout le monde est impacté. C'est-à-dire tout le monde va le savoir, y compris au fin fond de l'Amazonie. Ils vont s'en apercevoir. Le climat va changer, ça va être un désastre sur 10, 100 000 ans. Ça, c'est 2 km. La bonne nouvelle, c'est que le Congrès américain a demandé à la NASA de faire le job, et le job est partiellement fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a tous recensés à 99%. Aucun ne nous impacte. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Ouf. Mais ça, c'est pour les plus gros. Si vous commencez à... Parce que les plus gros, c'est les plus faciles à observer. On a une courbe qui plafonne, donc on sait qu'il en manque très très peu. Mais si maintenant on s'intéresse à une population d'astéroïdes... Alors le chiffre, c'est 140 mètres. Le Congrès américain a dit maintenant qu'il faut aller à cette valeur-là. C'est plus difficile à les trouver. Et la courbe ne plafonne pas du tout. Elle est en croissance linéaire. Donc on est très très loin du compte. On en a beaucoup, mais on est incapable de dire qu'on les a tous. On est même sûr qu'on les a pas tous. Et cela pourrait aussi faire beaucoup de dégâts s'il frappait la Terre. À 140 mètres, il faut savoir qu'un astéroïde qui, supposons qu'il fait 140 mètres justement, le cratère fait à peu près 10 fois plus, entre 10 et 20, donc on aurait un cratère qui ferait 1,5 km. S'il tombe sur Paris, c'est toute la région parisienne qui est rayée de la carte. Voilà. C'est quand même dévastateur. C'est aussi un tsunami. Un tsunami
dramatique pour toutes les populations autour de la zone d'impact. Donc oui, les effets sont absolument dramatiques, mais les probabilités sont faibles. Et aujourd'hui, on recense, vous savez qu'il y a une échelle de Richter sur les tremblements de terre, il y a une échelle de Turin sur les risques d'impact des astéroïdes. Et cette liste est vivante, tous les jours elle évolue. Et dès qu'on trouve un astéroïde, on essaye de calculer sa probabilité d'impact et on l'inscrit selon sa taille et selon la probabilité. Ça va ensemble, parce que s'il est tout petit, ok, il nous impacte, mais l'effet sera négligeable. Et donc cette échelle de Turin nous montre qu'il y en a un, dont je ne connais pas le nom aujourd'hui, qui est le plus dangereux potentiellement, mais sa probabilité d'impact est d'une chance sur 10 000. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a aucun risque réel d'impact d'un astéroïde significatif. À l'échelle de la civilisation humaine, évidemment, parce qu'après, si on se projette... non. À l'échelle de... Vous savez, extrapoler les trajectoires, c'est compliqué. Il y a des effets non gravitationnels qui interviennent. Yarkovsky, Yefeyer, enfin on peut en parler. On extrapole les trajectoires, mais on sait qu'elles vont être à un moment assez fausses. Oui. Donc au-delà du siècle, en gros, on perd toute précision. Plus le fait que vous avez un effet chaotique. Alors, si par exemple, et c'est le cas de Bennu, on en parlera, qui est l'astéroïde qui est visité par la sonde américaine OSIRIS-REx, Bennu a la particularité de nous survoler une première fois. Je ne me souviens plus exactement la date, je crois que c'est supposons que ce soit 2075, c'est quand même assez lointain dans le futur. Ce survol n'est absolument pas risqué, il ne va pas nous impacter, ce n'est pas la question. Simplement, il y aura un effet gravitationnel de la Terre sur Bennu. Et ça, c'est un effet chaotique. Suivant qu'on passe à 1 million de kilomètres ou 500 000 kilomètres, l'effet gravitationnel n'est pas du tout le même. Donc, on ne sait plus prédire ce qui se passe après. On est incapable de savoir quelle sera la conséquence sur sa trajectoire. Voilà. Là, on a une dispersion des trajectoires à cause de ce survol de 2075. Et donc, on ne sait plus. Je sais que vers 2136, à peu près, il y a un risque d'une chance sur très peu. Mais finalement, tout va se jouer avant, au premier survol. Et après, on pourra prédire mieux le second. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Bon, on n'en est pas encore là, heureusement. Pour finir un petit peu cette cartographie, donc il y a cette ceinture principale d'astéroïdes, il y a quelques géocroiseurs, et il y a aussi ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, beaucoup plus loin, c'est-à-dire aux confins du système solaire, alors entre 30 et 55 unités astronomiques, c'est-à-dire 30 à 55 fois plus loin que la distance Terre-Soleil. Là, il y a à nouveau beaucoup d'astéroïdes qui circulent. Voilà, là il y a à nouveau beaucoup d'astéroïdes. Pour la petite histoire, Kuiper est un astronome américain qui avait prédit son absence. Et pourtant, il a donné son nom. Enfin, il y a un truc qui est bizarre. D'accord. Anyway. Alors, la ceinture de Kuiper ou les transneptuniens, enfin, c'est tout ce qui est au-delà de Neptune. D'accord. Puisque Neptune est la dernière planète, Pluton n'est plus une planète, c'est une planète naine, et Pluton fait partie de cette ceinture de Kuiper au même titre que les autres. Et Pluton est un peu plus gros que les autres, mais il y a des objets plus gros que Pluton dans cette ceinture. Et comme son orbite n'est justement pas dégagée, c'est pour ça, entre autres, que ce n'est pas une planète et que c'est un astre plus petit. Vous savez que les Américains ont beaucoup lutté pour que cette... c'était leur seule planète. Voilà, c'était la seule planète trouvée pauvres. par un Américain. Donc, certains ont été fous furieux, mais bon, maintenant ils se sont calmés et je pense que personne ne reviendra en arrière. La règle est relativement saine et donc c'est dommage pour eux. Alors donc, Pluton n'est pas une planète et à côté de Pluton, beaucoup d'autres astéroïdes forment... là, on sait beaucoup moins bien combien il y en a et comment ils se comportent. Ils sont parfois... J'ai lu qu'ils pouvaient être beaucoup plus gros que ceux de la ceinture d'astéroïdes principale. Alors, il y en a des gros. D'ailleurs, alors, première remarque, d'abord, ceux-là sont glacés. C'est-à-dire que c'est essentiellement de la glace. Alors que ceux de la ceinture principale sont essentiellement des cailloux. Là, on a quand même... la ceinture de glace joue à plein. Et donc, toute l'eau est gelée. Et ils sont très très riches d'ailleurs. Toutes les lunes de Saturne sont constituées essentiellement de glace. Les anneaux de Saturne, c'est de la glace d'eau. Point. Et les objets de la ceinture de Kuiper également, ils sont très brillants. Ils ont un albédo très intense, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent comme la neige en montagne. Vous me parliez de glace. Il y a effectivement différents types de ressources qu'on peut trouver sur ces astéroïdes. Pour faire simple, il y a 3 grands types d'astéroïdes, type C, type S et type M. Et type C, on appelle ça pour l'astéroïde carboné. C'est les plus répandus, 75%, à peu près 17% de silicates, avec éléments de silicate de type S. Et pour le reste, principalement des métalliques. Sachant que, et je précise bien, quand on dit type C carboné, 3% de carbone, le reste, c'est les silicates. Donc en fait, entre les S, stone, N, c'est caillou, stone en anglais, et C, carbone, finalement, l'essentiel, c'est des silicates. Simplement, il y en a un qui a 3% de carbone en plus. Les types M, métalliques, ça, c'est autre chose. Là, on a affaire à un processus très particulier qui est un gros astéroïde type, par exemple, Cérès,
au-delà de, on va dire, 500 km de diamètre, tous ces objets, je simplifie un peu, tous ces objets sont sphériques, en première approximation. Ils ne sont pas patatoïdales, comme l'est la comète Churyumov-Gerasimenko, qui fait 4 km. Donc, pourquoi ? Parce que à cette dimension-là, l'intérieur, du fait des éléments radioactifs qui existaient, notamment l'aluminium 26, bon, c'est un peu technique, mais au tout début, l'aluminium 26 a joué un rôle extrêmement important dans le système solaire. C'était une source d'énergie radioactive extrêmement importante. Demi-vie, 700 000 ans. Donc tout ça, c'est le premier million d'années. Il y a eu... Les météorites sont altérées par l'eau. On dit, ah bon, il y avait de l'eau dans les météorites. Oui, à cause de l'aluminium 26 qui a rendu l'eau liquide dans la météorite. Alors je reviens à mes objets de 500 km. À partir du moment où ils ont cette taille-là, ils se fluidifient. L'intérieur devient mou, c'est de la lave. Et qui dit fluidification dit différenciation. Le lourd tombe au fond. Le lourd, c'est quoi ? C'est le métal. C'est fer et nickel. Ça forme un noyau, comme le noyau de la Terre, comme le noyau de Mars, comme le noyau de Mercure, etc. Et puis, ce qui est léger va monter à la surface. Donc ça veut dire qu'il va dégazer. Il va donc créer une atmosphère qui ne va pas garder. L'astéroïde ne va pas garder l'atmosphère. Nous, on l'a gardé. L'histoire de l'atmosphère de la Terre, c'est plus compliqué, mais supposons qu'on l'ait gardé. Et puis, entre les deux, vous avez le manteau qui est plutôt des silicates, des roches. Ça, c'est la différenciation. Ce qui se passe quand se forme une planète, finalement. C'est un début de formation de planète. Les planètes sont différenciées totalement et donc ont un noyau riche en fer-nickel. Alors, on le sait comment ? On le sait par les météorites métalliques. On a analysé leur composition, on a vu que c'est variable d'une météorite à l'autre, mais c'est environ 80% de fer, 20% de nickel. Et des pouillèmes de cobalt. On y reviendra sur les ressources. Comment on a fait pour avoir des météorites métalliques ? Il se trouve qu'un astéroïde s'est différencié, et à un moment, boum, il s'est pris un gros pain dans la figure, c'est-à-dire un autre astéroïde l'a percuté et l'a brisé, et en 1000 morceaux, et le noyau a été mis à nu. C'est ça une astéroïde métallique, c'est le noyau d'un astéroïde différencié. En tout cas, l'essentiel des météorites, a priori, des 800 000 astéroïdes répertoriés sont plutôt de type rocheux, majoritairement rocheux, et quelques-unes métalliques. Oui, puisqu'ils sont plutôt dans la ceinture principale. Par contre, là j'ai un chiffre sous les yeux, pour ce qui est de la ceinture externe, les KBO, les Kuiper Belt Objects, on est à 2000 aujourd'hui recensés. On ne parle que ceux qui sont recensés, qu'on a identifiés. C'est compliqué d'aller trouver un objet. Il faut l'observer avec un télescope, il faut revenir un an plus tard, même champ d'étoiles, et il faut regarder comment un objet s'est un tout petit peu déplacé. Vous savez que Pluton fait le tour en 250 ans. Donc il faut être très patient. C'est un travail de fourmi. Il y a des gens qui passent leur vie d'astronome à essayer d'en trouver, mais il faut être très patient, alors que les objets près entre Mars et Jupiter, ça tourne plus vite, c'est plus facile à identifier. Alors, pour essayer de mieux connaître ces astéroïdes, on essaye aussi de s'en approcher. De nombreuses missions scientifiques vont vers ces astéroïdes. La première sonde à atterrir sur un astéroïde, c'était en 2001. C'était la sonde NIR de la NASA qui est allée sur Eros, un astéroïde de 35 km de long. Depuis, on a fait d'autres approches, d'autres exploits techniques. Et récemment, Hayabusa 2, une sonde de la JAXA, de l'agence japonaise, Hayabusa, ça veut dire le faucon pèlerin en japonais, est arrivée à proximité de l'astéroïde 1999 JU3, qu'on appelle Ryugu, vous en parliez tout à l'heure, un astéroïde de 900 mètres de diamètre, qui est à peu près aujourd'hui à 300 millions de kilomètres de la Terre, donc 2 fois la distance Terre-Soleil. Aujourd'hui, mais pas demain. Qui tourne. C'est un géocroiseur qui passe près de la Terre, loin de la Terre. Cette sonde est arrivée le 21 septembre à proximité. Elle a largué 2 petits rovers sur Ryugu, qui a pu montrer des photos assez incroyables où on voit la surface de l'astéroïde. Et puis le 3 octobre, un atterrisseur franco-allemand, Mascot, a aussi été largué sur Ryugu, donc auquel le CNES a participé à sa conception. Il y est arrivé avec pas mal d'outils de mesure. Vous allez nous expliquer quel était l'objectif de cette mission, mieux comprendre encore une fois l'histoire et l'origine de ces astéroïdes. Absolument. Les Japonais se sont fait une spécialité des retours d'échantillons d'astéroïdes. Je dirais bien joué. Bien joué parce que l'agence spatiale japonaise n'est pas plus puissante ou plus efficace que la NASA, mais elle fait des missions qui sont à la fois audacieuses, pas trop chères, et ça s'est appelé Hayabusa 1, Hayabusa la première donc. Qui a tenté déjà de ramener des échantillons, ça n'a pas forcément très bien marché. Alors, ça a été un peu calamiteux, il y a eu plein d'ennuis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vaille que vaille, la sonde est revenue. Au début, ils ont ouvert le conteneur avec des échantillons, il n'y avait rien dedans, ils se sont dit zut, il n'y a rien dedans. Et puis ils ont regardé au microscope électronique, et si, il y avait un petit grain par-ci, un petit grain par-là. Je crois qu'à la finale, ils ont 2000 grains.
C'est ridicule. C'est en masse, je ne sais pas combien de 10 moins 6, 7, 8, 9 grammes on a. Mais un grain de 20 microns, un scientifique peut faire des choses et fait des mesures. Donc, grand succès national, grande fierté nationale japonaise. Et finalement, la JAXA s'est dit, on va remettre le couvert, donc on va faire Hayabusa 2 sur la base de ce qu'on a fait. On va corriger nos erreurs. Et c'est ce qui est fait. Puis ils ont invité des partenaires pour larguer ce qu'on appelle des petits atterrisseurs. Alors, le terme de rover est un peu abusif dans le sens où ça roule pas. C'est pas mobile, c'est juste ça inerte, fait des bons. Ça fait des bons. Donc ça rove au sens anglais du terme, mais c'est pas roulette. Et nous, les Français et les Allemands, suite à Philae, déjà on travaillait ensemble sur Philae, on a fait mascotte sur une initiative allemande avec les Français, et l'idée c'est d'avoir la vérité terrain, un peu comme Philae sur Rosetta. Rosetta est en orbite autour de la comète, et on a besoin d'être au sol pour faire des mesures, je dirais, à distance, vous récupérez des photons, infrarouge, visible, ultraviolet, la lumière, et quand vous êtes au sol, vous avez directement des molécules. Donc on fait des mesures in situ qu'on ne peut pas faire à distance. Ce qu'en soit déjà c'est incroyable, ça fait quand même pas longtemps qu'on le fait, il faut quand même le rappeler. On est aujourd'hui, l'homme a envoyé des objets sur ces astéroïdes, et sur ces objets qui sont extrêmement petits. Quel est l'objectif scientifique? C'était de découvrir donc in situ comment était l'astéroïde, sachant qu'en fait le Hayabusa va aussi récupérer un échantillon, si tout se passe bien. Le but est de récupérer un échantillon primitif de l'astéroïde. Le problème, c'est ce qu'on appelle en anglais le weathering effect, c'est-à-dire les effets d'altération. Il faut savoir que quand on regarde dans l'infrarouge, qui est la zone de vibration des molécules, c'est comme ça qu'on détecte le CO2. C'est pour ça que le CO2 est un gaz à effet de serre, parce qu'il absorbe dans l'infrarouge, qui est le rayonnement de la Terre qui est chauffé par le Soleil. Eh bien, si vous avez une molécule de CO2 autour d'une étoile, vous allez, pareil, l'observer par CO2. Mais si vous avez une surface, c'est pareil. La vibration des molécules absorbe quand un rayonnement se réfléchit sur la surface dans le domaine de l'infrarouge. C'est-à-dire entre 1 micron et 3 microns, ou voire un peu plus, 5 microns, 10 microns. Eh bien, on se rend compte, quand on survole un astéroïde, et on l'a vécu avec Rosetta, avec les astéroïdes Lutetia Istin, que le spectre infrarouge est désespérément plat. On n'a pas d'infos. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des molécules qui vibrent. Comment ça se fait que le spectre est plat? Weathering effect. L'effet d'altération du vent solaire et des UV sur les grains de la surface à l'échelle du micron fait que les minéraux, les petits cailloux, sont déchiquetés par les ions du vent solaire sur des épaisseurs justement de l'ordre du micron. Et donc la vibration de ces molécules ne se fait plus. Et donc on perd complètement la signature infrarouge, c'est un peu technique, mais donc on a une information extrêmement appauvrie. Et l'idée de notre spectrum infrarouge sur mascotte, c'est, si on regarde de très près, est-ce qu'on va avoir les signatures et est-ce qu'on va repérer des grains, parce qu'on sait qu'il y a un mélange de grains extrêmement variés, et Bennu en est un exemple assez étonnant. Donc malheureusement, notre spectrum infrarouge sur mascotte n'a rien donné, mais c'est ça l'idée, c'est d'arriver à avoir une mesure et de mesurer le weathering effect. D'où l'idée des Japonais de dire on va emmener un explosif, qui est plutôt d'ailleurs un projectile qu'on envoie à grande vitesse sur la surface, 2 km par seconde. On va créer un cratère propre, c'est-à-dire c'est pas une explosion, c'est juste un morceau de métal qui va taper. Et ce cratère, l'idée c'est avec la trompe d'aller prélever un échantillon de l'intérieur du cratère. L'échantillon là, il n'aura pas été altéré par 100 millions d'années d'ultraviolet solaire, etc. Voilà. Alors si on arrive à récupérer cet échantillon, qu'est-ce qu'on espère découvrir dessus si on le ramène sur Terre, et même si on commence à pouvoir l'analyser? Est-ce qu'il y a des étapes clés de la formation de ces astéroïdes ou du système solaire, donc de cette époque-là, qui permettrait qui serait mieux connu si on arrive à comprendre la composition interne? Bien sûr, c'est tout l'objectif de la mesure. Quand on a récupéré des échantillons de Stardust, c'était des grains de poussière de la comète, on s'est aperçu, c'était prévisible, mais bon, que les grains qui se sont piégés à 6 km par seconde dans un aérogel, on n'a gardé que la partie la plus réfractaire, on a gardé que le caillou. Par contre, toute la partie organique a été complètement volatilisée. Donc ce qu'on veut, c'est avoir cette matière primitive et autant sur une comète que sur un astéroïde. Un jour, on va ramener des échantillons de comète et ça sera très intéressant. On veut connaître la diversité de cette matière pour comprendre comment
à partir de quel matériau originel tout ça s'est formé et comment la dynamique a fait que tout ça s'est mélangé. Voilà, c'est à la fois les aspects dynamiques et les aspects matériaux d'origine. Avant même que la nébuleuse s'effondre, au moment où elle s'effondre, il y a des réactions qui fabriquent des molécules, mais on a des molécules dont on sait qu'elles existent avant même le début de la formation du système solaire. C'est ça qu'on veut connaître. Alors pour apprendre tout ça, il y a cet échantillon qui pourrait revenir, si tout va bien, d'ici 2020. Soyons positifs, qui va revenir en 2020 et qui ne sera pas le seul. Il y a aussi une autre mission qui est en cours, c'est la mission Osiris-Rex. 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx. Its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Voilà, c'était le son de la mission Osiris-Rex partie en 2016 de Cap Canaveral en Floride. Cette mission américaine, elle est partie, elle, vers l'astéroïde Bennu, vous en parliez tout à l'heure aussi, un astéroïde de 575 mètres de diamètre, géocroiseur, donc qui croise l'orbite terrestre. Le 3 décembre, tout récemment, la sonde Osiris-Rex est arrivée en orbite de Bennu. Et pareil, elle cherche aussi à comprendre l'histoire de ces astéroïdes de notre système solaire. Elle a découvert des minéraux hydratés sur cet astéroïde, c'est-à-dire donc de la présence d'eau, ce qui permet aussi de mieux comprendre les étapes de mélange d'éléments sur ces astéroïdes. On peut aussi, de cette façon-là, peut-être imaginer comment des éléments carbonés et organiques ont pu être amenés sur Terre. C'est une des hypothèses via des météorites, via des astéroïdes. C'est aussi un des objectifs scientifiques de ces missions. Oui, bien sûr. À partir du moment où on trouve de l'eau ou des minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ont soit le radical OH, soit la molécule H2O dans la constitution de... Ça veut dire qu'il y a un phénomène d'altération des roches de type plutôt volcanique qui existait au départ, et ces roches essentiellement de silicate, altérées par l'eau. J'ai parlé de l'aluminium 26, qui est la source de chaleur d'origine, qui fait que ces corps, dans leur intérieur, qui n'avaient même pas d'atmosphère, mais dans leur intérieur, ont eu une phase fluide, et ces roches se sont altérées, et ça a fabriqué des minéraux hydratés, qui sont par exemple ce qu'on appelle les argiles, mais ça peut être des sulfates, ça peut être des carbonates. On en trouve sur Cérès, on trouve également des sels. Vous savez, il y a des taches blanches sur Cérès très étonnantes. Alors, ce qu'on peut dire aussi, si on compare Bennu et Ryugu, un scientifique a superposé les images des deux astéroïdes, hormis le fait qu'il y en a un qui est 2 fois plus gros que l'autre. Ouais. Mais si vous corrigez cette échelle, ils se ressemblent énormément. Ils ont un bourrelet à l'équateur, tous les deux, une espèce de diamant avec 2 pointes. Et on se rend compte que c'est un mécanisme presque universel. C'est-à-dire que quand cet objet patatoïdal se forme, eh bien, vous avez l'effet Yarkovsky. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet ? C'est le fait que le Soleil le chauffe d'un côté, mais comme il a tendance à tourner sur lui-même, il rayonne dans une direction qui est différente de la direction d'incidence. Donc, d'une part, ça modifie sa trajectoire, mais ça peut aussi modifier sa vitesse de rotation sur lui-même. Et donc, ça peut l'accélérer. Et si ça l'accélère beaucoup, vous avez un phénomène de force centrifuge. Le matériau qui est au pôle, nord et sud, a tendance à se déplacer vers l'équateur. Et ça crée ce bourrelet équatorial, et ça crée cette forme qui est très, très similaire entre Bennu et Ryugu. Donc c'est un phénomène relativement universel. Ce serait une forme commune des astéroïdes d'avoir ce bourrelet lié à la chaleur du Soleil, finalement. Voilà. Et donc ça, c'est une première surprise. Il y a une surprise qui, moi me fascine beaucoup sur Bennu, c'est quand vous voyez les images. D'ailleurs, les deux astéroïdes, à première vue, se ressemblent un peu. C'est un champ de cailloux. Voilà. C'est des champs de cailloux. La grande surprise, c'est qu'il n'y a pas de terrain très plat. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de régolithe très fin. Alors que sur Itokawa, on avait une zone de régolithe. Là, il n'y en a pas. C'est un petit peu décevant pour ceux qui veulent se poser. Ça va compliquer beaucoup les choses. Mais dans le cas de Bennu, ce qui est tout à fait sidérant, vous savez, ces astéroïdes, c'est gris. C'est un peu comme la Lune. Ouais. Mais là, c'est gris, mais vous avez des grains, on va dire des rochers tout blancs, très blancs, et des rochers très noirs. Alors ça, c'est très surprenant. On ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire. C'est des variations de composition. Et ça, vous l'avez sur Bennu, mais pas tellement sur Ryugu. Ryugu est plutôt assez gris et plus banal.
Pour finir cette émission, je voulais évoquer avec vous un autre aspect intéressant qui concerne les astéroïdes. Au-delà de leur intérêt scientifique, il y a leur intérêt économique. De plus en plus d'entreprises s'y intéressent. D'énormes ressources de métaux, on l'a évoqué, peuvent être présentes sur ces astéroïdes. Alors, quelques exemples. L'entreprise Planetary Resources, qui s'intéresse à ces ressources, a évalué qu'un astéroïde de 30 mètres de long pouvait contenir 25 à 50 milliards de dollars en platine, par exemple. Psyché 16, un astéroïde qui intéresse aussi la NASA, fait 200 km de diamètre dans la ceinture principale d'astéroïdes, fait donc essentiellement de fer et de nickel. Et sa valeur totale, si une telle valeur peut avoir un sens, est estimée à 10 000 millions de milliards de dollars, soit 200 000 fois le PIB mondial. Alors bien sûr, tout ça est très théorique. Est-ce que c'est crédible, selon vous, d'imaginer exploiter ces ressources, notamment ressources métalliques? Aujourd'hui, on atteint les technologies pour aller vers ça? Alors, c'est assez compliqué. D'ailleurs, le premier effet, c'est que Planetary Resources a déposé le bilan. Oui. Donc, voilà. Donc, elle n'existe plus. Alors, elle a été fondée en 2010 aux États-Unis avec cette idée d'aller. Et elle a passé un accord avec le Luxembourg, qui est pas mal intéressé par tous ces aspects-là, le pays, le Luxembourg. Et le Luxembourg a laissé 12 millions d'euros de pertes, tout simplement. Donc, non, sur ces histoires de ressources, c'est un peu comme jouer au loto. C'est-à-dire que je vous dis qu'il y a eu 800 000 astéroïdes. Je vous ai dit que nous avions des météorites métalliques, donc on sait un petit peu ce qu'il y a dedans. Dans le cas de ressources de type métaux, on parle de terres rares. C'est ça, ces ressources qui sont... Alors, terres rares, c'est quoi? Ce sont des atomes rares sur Terre, surtout écologiquement extrêmement coûteux à exploiter. C'est pour ça que les Chinois le font, mais que nous, on ne le fait pas. Les Chinois n'ont pas plus de terres rares que nous, en France. Simplement, eux, ils acceptent de polluer leur environnement pour exploiter ces terres rares, et nous, on n'a pas envie de le faire. Mais ces terres rares sont indispensables pour les technologies modernes de communication. Vous en avez, et sur l'énergie, vous en avez dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans tout ce qui est éoliennes, dans les panneaux solaires, dans les téléphones, on en a un peu partout. Aujourd'hui, ça va, on en a. Mais si on n'en avait plus, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du terre rare en question, ça peut être l'indium, enfin, je ne sais pas si l'indium est un terre rare, je vais dire une bêtise. Gallium, je crois que c'est un terre rare. Bon, si tout d'un coup, un terre rare particulier vient à manquer, et il est important pour l'industrie des hautes technologies, son prix va être décuplé à une vitesse incroyable. Et là, si le prix devient gigantesque, et c'est un petit peu le pari de ces startups, c'est que si il faut payer, je ne sais pas, $1 million le gramme du terre rare particulier, ça vaut peut-être la peine d'aller le chercher sur un astéroïde. Mais c'est un peu comme au loto, c'est-à-dire que vous avez 800 000 astéroïdes, il faut trouver la perle rare, c'est-à-dire qu'il faut gagner au loto, il faut trouver le bon. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Et aujourd'hui, il faudrait trouver un astéroïde métallique, c'est-à-dire qui a subi le phénomène d'explosion pour que son cœur soit mis à nu, qui en plus aurait la particularité d'être très riche en un terre rare. Ça fait beaucoup de si. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Alors, pour terminer quand même. La prospective dans ces entreprises-là, ces startups font de la prospective aujourd'hui, essaient de repérer justement ce type d'astéroïdes, en partant du pari que sur 800 000 astéroïdes et protoplanètes, il y aura forcément des éléments qu'on retrouve sur Terre. Oui, mais je vous ai parlé du weathering effect, et on a des problèmes pour identifier à distance, etc. Donc, c'est pas si simple que ça. Ouais. Mais quand même, il y a un sujet. Et en général, ces startups n'en parlent pas beaucoup, mais c'est quand même à court terme, ce qui probablement pourrait leur permettre de survivre, c'est l'eau. Oui. Et pourquoi c'est l'eau? Parce que la NASA en a besoin. Pour ses missions habitées lointaines, Lune et Mars, l'idée d'avoir de l'eau en quantité importante, soit pour tout simplement faire vivre pendant 500 jours 6 astronautes, il faut pas mal de flotte. Et d'autre part, avec H2O, vous pouvez casser les molécules en faisant H2O2. Or, vous savez que le moteur d'Ariane, c'est hydrogène et oxygène liquide. Donc, ce sont des carburants et comburants pour les moteurs de fusée. Donc, l'eau est stratégiquement intéressante. Donc, il y a du win-win entre la NASA qui a besoin d'eau et ces startups qui pourraient exploiter l'eau, par exemple, venant d'astéroïdes. Et à mon avis, ça, c'est plus crédible à court terme. Alors, c'était aussi l'idée de Planetary Resources, la startup qu'on mentionnait. Elle évoquait... une estimation à 2000 milliards de tonnes d'eau dans les seuls astéroïdes géocroiseurs.
C'était aussi une idée pour eux de développement industriel. On pourrait évoquer Deep Space Industries, en 2013 aussi, une autre start-up américaine qui s'était fondée sur ce modèle. Obama, en 2015, le président américain, avait signé dans son Space Act une autorisation pour tout citoyen américain à entreprendre l'exploration et l'exploitation des ressources spatiales, ce qu'avait ensuite fait aussi le Luxembourg, vous en parliez en 2017. Voilà. Il s'agit de donner un cadre juridique à ces startups, c'est juste ça, pour la justice américaine. Ouais. Bon, alors qu'elle viole les traités de l'espace de 67. Enfin, qu'elle viole. Il y a un débat sur... on ne peut pas s'approprier un corps planétaire. Et les Américains disent oui, ok. C'est ce que dit le traité de 67. Mais on peut peut-être s'approprier un petit peu de ces cailloux. Donc on ne s'approprie pas le corps en globalité, mais on s'approprie. Donc les juristes vont se bagarrer là-dessus, mais je pense qu'à la finale, les Américains auront raison. On peut aller exploiter, c'est pas un vrai problème. Mais ça fait miroiter beaucoup de milliards et de trillions et de trillards. Moi je dirais que sur l'eau c'est ce qu'il y a de plus crédible. L'idée c'est de récupérer un bon rocher, 5-10 mètres de diamètre. Vous allez le récupérer sur un astéroïde relativement gros. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr qu'il ne va pas tourner à toute vitesse sur lui-même, sinon on n'y arrivera pas. Et on le récupère dans une grande chaussette étanche. On ferme la chaussette et on a des grands miroirs qu'on pointe vers le soleil et on envoie l'énergie à l'intérieur de la chaussette. On fait chauffer. L'eau va s'évaporer. On pompe et on récupère la flotte. Donc je ne dis pas que c'est très simple, c'est même assez ambitieux, mais aujourd'hui, c'est pas infaisable. Alors récupérer l'eau de ces astéroïdes, vous le disiez, pour à la fois en faire du carburant, en faire de l'eau potable pour les astronautes éventuellement, et de l'oxygène pour respirer, ça permettrait, alors on avait écrit un article sur le sujet, de revoir complètement nos projections de voyages spatiaux, puisqu'avec plus de carburant, si on imagine ces espèces de stations spatiales galactiques, stations-service spatiales, on pourrait aller beaucoup plus vite vers Mars, par exemple, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel du vol vers Mars se fait de façon balistique, sans brûler de carburant. Si on avait du carburant en cours de vol, est-ce que ça pourrait vous inversez le raisonnement. Ouais. Moi, je dirais, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on ne sait pas faire si on n'exploite pas la ressource de l'eau, soit sur Mars, soit dans l'astéroïde. Parce que, vous savez, Von Braun a écrit un bouquin en 1960, qui s'appelait Mars Project. Ouais. Il avait déjà mis le doigt sur ce problème de l'eau. Il en avait conclu qu'il fallait des véhicules de 300 tonnes vers Mars. Bon, 300 tonnes vers Mars, ça commence à être très, très lourd. Donc, si on arrivait à trouver l'eau sur place, on résout une grosse difficulté. Parce qu'aujourd'hui, pour aller sur Mars, on mettrait environ 6 mois, c'est les projections des différentes aujourd'hui agences. Et demain. Aujourd'hui et demain. En tout cas, sans carburant supplémentaire. Ça s'appelle les trajectoires de Hohmann. On a toujours mis 6 mois sur aller sur Mars. Il n'y a que Elon Musk qui dit qu'en 3 mois, il peut le faire. Ouais. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça veut dire que il va falloir freiner à l'arrivée. Si vous arrivez trop vite vers Mars, comment vous freinez ? Aujourd'hui, vous avez vu comment Insight s'est posé ou comment Curiosity se pose. C'est waouh, on a très très chaud aux fesses, excusez-moi l'expression, mais c'est très risqué. Ouais. Il faut freiner. Et si vous arrivez trop vite, ça va être encore plus compliqué pour le véhicule d'Elon Musk de freiner. Donc, c'est pas forcément le plus malin. 6 mois, c'est long, mais c'est pas non plus incommensurable pour les hommes. Toutes nos sondes spatiales mettent 6 mois pour aller vers Mars. C'est la trajectoire optimisée. Et je dis pas qu'on pourrait pas raccourcir un petit peu, mais on va pas raccourcir d'un facteur 2 ou 3 la durée du voyage. De toute façon, on a un problème. Le problème, c'est que quand vous êtes sur Mars, vous avez vu le film Seul sur Mars ? Oui. Bon. Soit vous restez 3 semaines, soit vous restez 1 an et demi. C'est ça le problème numéro 1 de Mars. Le temps que les planètes retrouvent une distance... Et voilà. Voilà. Donc, parce que dire qu'on va rentrer n'importe quand, c'est pas possible. Donc, à un moment, il faut attendre. Et dans Seul sur Mars, la dramatisation est exacte. Soit vous repartez tout de suite, soit vous restez 1 an et demi. Et donc, il est obligé de rester. Et donc, la NASA et Elon Musk aura le même problème. Et ça, c'est pas parce que vous êtes arrivé plus vite à l'aller que vous allez résoudre le problème du retour. Bon, pas de fantasme alors sur la durée des voyages vers Mars, ça ne résoudra pas automatiquement. De toute façon, on resterait 500 jours, donc il faut assurer
toute la logistique pour rester 500 jours. Et là, c'est que ça devient très compliqué. Il faut apporter la voiture, la centrale d'énergie, la voiture, la maison d'habitation, le laboratoire, en redondance, sur place, avant même que les hommes n'arrivent. Ouais. Vous parliez de chaussettes géantes pour extraire l'eau de ces astéroïdes, la faire s'évaporer. La NASA évoquait aussi en 2013, à l'époque où elle voulait cibler ces astéroïdes, attraper dans des gros sacs ces astéroïdes pour les tracter, aussi les ramener en orbite lunaire et faire finalement de l'orbite lunaire un sas pour exploiter ces astéroïdes ou pour amener des astronautes. Attendez, c'était pas ça la conclusion, mais ça c'est votre conclusion. Oui, il y a eu un projet de ramener un astéroïde, de le capturer et de le mettre en orbite lunaire. Le but c'était de jouer avec, on va dire comme ça, quand il est en orbite lunaire. Bon, ce projet a été totalement abandonné. Le but c'était surtout de préparer des technologies. Quel est le problème ? Parce qu'il faut quand même commencer par là. La NASA, le Congrès, la Maison-Blanche sont tous d'accord. Au XXIe siècle, les Américains veulent envoyer un homme sur Mars. Comment on fait ? On ne le fait pas comme Kennedy l'a fait en 61. C'est-à-dire, on ne fait pas « je claque des doigts, il n'y a plus qu'à, faut que ». Ça ne se passe pas comme ça. Pour des tas de raisons, et je vais être rapide, il faut passer par des étapes intermédiaires. Et la NASA a dit ma première étape, c'est une station spatiale en orbite lunaire. Vous allez me dire, quel rapport ? On prépare. Et préparer, c'est des vols lointains, c'est des gros véhicules de transport, c'est ça. On fabrique les véhicules, certains des véhicules, il y en a 11 à fabriquer. Déjà, on va en fabriquer quelques-uns, mais on n'aura pas encore fabriqué, par exemple, le gros atterrisseur martien. Celui-là, il sera pour plus tard. Mais petit à petit, les Américains vont fabriquer les pièces du puzzle nécessaires à envoyer à la fin des hommes sur Mars, avec des engins qui vont peser 50 tonnes pour aller vers Mars. Donc ça sera une énorme affaire qui va durer plusieurs décennies. Ouais. Du coup, les astéroïdes pourraient être mis en orbite lunaire par la NASA ou par d'autres. Ça vous paraît aussi extrêmement peu probable qu'on les exploite à long terme via cette orbite lunaire pour en extraire des ressources minières dont on parlait tout à l'heure. C'est des projets qui sont aussi développés par les compagnies privées. Là, ça paraît peu probable d'utiliser d'éventuelles bases lunaires pour développer ça. Je vais raconter une anecdote intéressante. Quand la NASA quand Barack Obama avait dit « Ok, on fait une mission habitée vers un astéroïde », la NASA a commencé à regarder dans ses livres de référence en disant « Est-ce que je vais trouver un astéroïde ?» Et la NASA disait « Moi, je vais faire l'aller-retour en 6 mois. » Or, Hayabusa 2 va mettre 7 ans à faire l'aller-retour. Vous voyez que c'est pas si simple que ça de faire l'aller-retour en 6 mois. Et ben, on a cherché, ils ont cherché, ils en ont trouvé un. Et encore. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, il y en a peut-être un qui marche. Or, le problème des ressources, il est totalement différent. Parmi les 800 000 astéroïdes, est-ce qu'il y en a un qui a des ressources intéressantes ? Celui-là, il sera probablement pas très accessible. Donc, dire qu'on va l'amener en orbite lunaire, à mon avis, ça va être très compliqué. Souvenez-vous Alien. Le thème du film Alien, c'est quoi ? C'est des mineurs de l'espace qui vont chercher du minerai sur un astéroïde. Bon, déjà, dans le film Alien, vous avez cette problématique. C'est probablement comme ça que ça se passera. Si ça se passe, c'est-à-dire si on trouve la perle rare, tant qu'on ne l'a pas trouvée, il ne se passera rien. À part l'histoire de l'eau dont je vous parle. Ça, c'est à plus court terme, c'est l'eau. Mais pour les minerais, c'est gros point d'interrogation. Il faut d'abord trouver la perle rare. Voilà, tant qu'on ne l'a pas trouvée, et à mon avis à distance, tant qu'on n'aura pas été sur place. D'ailleurs, Psyché, qui est un astéroïde métallique, il y a une mission américaine qui s'appelle Psyché également, qui va aller voir un astéroïde métallique, le premier. Commençons par voir quelle tête il a, après on en reparle. On va d'abord faire de la recherche avant de fantasmer sur ces astéroïdes. Merci beaucoup Francis Rocard, en tout cas pour toutes ces explications. Merci à Roman qui orchestre cette émission à la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast et les nombreuses autres émissions d'Ouzbek Erika sur les plateformes de podcast, Ocha, YouTube, iTunes, SoundCloud et autres applications et plateformes classiques de podcast. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures spatiales. Salut à tous.